Entre autres, la mine Finch en Afrique du Sud. Vous pouvez voir de quoi ça a l'air. On a un petit exemple en avant ici. Donc, on va continuer le cours avec une description, entre autres, des kimberlites, des orangéides, puis des lamphoïdes, leur minéralogie, leur mode de formation, où on en trouve sur la planète, comment les trouver. Autrement dit, pourquoi les gisements de diamants sont aussi intéressants. Les diamants sont connus depuis bien longtemps. Ils sont recherchés pour leurs propriétés physiques. Ils sont très résistants. C'est le minéral le plus dur. On l'utilise dans l'industrie, entre autres, pour faire des scies, faire des abrasifs, plein de choses. En fait, la plupart des diamants qui sont extraits sont utilisés pour cette raison-là. Mais on trouve aussi des diamants de qualité exceptionnelle qui valent très cher et qui sont recherchés par certains pour faire les jus. Comment? Nice. Ouais, donc des minéraux décoratifs, disons. Bon, les diamants sont rares, mais on en trouve sur la plupart des grands cratons. On en trouve en Afrique du Sud, en Australie, en Sibérie, en Inde, au Brésil. Puis ces 25 dernières années, on en trouve au Canada aussi. Donc, les premières mines de diamants qui étaient exploitées à la fin du 19e siècle, dans les années 1850 jusqu'à 1870, étaient essentiellement retrouvées dans des rivières ou le long de plages côtières. Donc, c'était des gisements secondaires où on retrouve le diamant comme minéralo dans des sédiments. Donc, le diamant peut être concentré, c'est un minéral qui est très résistant, peut être concentré dans les lits de rivière à certains points là, où on va avoir des pièges particuliers là, pour faire précipiter les diamants, les minéraux lourds à partir du courant. Assez rapidement, les géologues, les explorateurs se sont rendus compte qu'il y avait des concentrations de diamants à certains endroits dans les rivières. Puis, en fait, ils se sont rendus compte que c'était associé à une roche particulière qu'ils ont appelée la kimberlite. La kimberlite a été décrite dans la région de Kimberley, en Afrique du Sud. En fait, le timbre-poste qui est illustré ici a été créé ces dernières années, en 2016, suite à un congrès international qui avait été organisé en Afrique du Sud. C'est un thème qui a été fait pour valoriser le diamant dans la culture sud-africaine. Il y a plusieurs choses qui sont illustrées ici, la stratigraphie, mais aussi la kimberlite, qui peut être divisée en deux faciès. Les prospecteurs qui exploitaient les diamants dans les placeurs, dans les lits de rivières, ont trouvé des concentrations sur Terre, sur la terre ferme, où en fait la roche était jaune. La roche était jaunâtre, à peu près comme ton sac ici, peut-être un peu plus jaune. Puis ils ont appelé ça le yellow ore. Donc ils se sont dirigés des rivières, peut-être comme ton chandail. Puis ils ont trouvé une roche jaunâtre qu'ils ne connaissaient pas vraiment, ils l'ont creusée, puis ils se sont rendus compte que les diamants venaient de cette roche-là. Ils ont appelé ça le yellow ore. Les prospecteurs ont commencé à creuser la kimberlite, le yellow ore. C'est une roche qui est relativement peu résistante, qui peut être creusée à la pelle. Fait que n'importe qui arrivait dans la région de Kimberley en 1870 était excité parce qu'il allait chercher des diamants à Kimberley dans le yellow ore. Assez rapidement, ils ont exploité les premières dizaines de mètres, puis ils ont tombé dans ce qu'ils appellent le blue ore, qui est la kimberlite fraîche. Donc, en Afrique du Sud, c'est un climat assez aride. Il y a peu de glaciers depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc, les
la kimberlite altérée sous forme de yellow ore est préservée. Ça a été plus difficile de creuser dans le blue ore. C'est à ce moment-là, quand ils sont arrivés dans le blue ore, que plusieurs compagnies ont été formées. Ça prenait plus de moyens. Que des grandes compagnies, entre autres De Beers, qui a été fondée par Cecil Rhodes, qui ont exploité les kimberlites de Kimberley dans le blue ore. Les premières découvertes de diamants en Afrique du Sud, dont celles d'importance, ont été faites dans le réseau de la rivière du fleuve Orange, en particulier le long de la rivière Val, Kimberley. Donc, on trouve des diamants tout le long de la rivière du fleuve Orange, particulièrement à Kimberley, dans la rivière Val, mais aussi sur toute la côte d'Afrique du Sud jusqu'en Namibie. Donc, les diamants ont été dispersés jusque sur la côte atlantique par les courants, par les rivières, puis le fleuve Orange. La première découverte vraiment officielle qui a été publicisée était en 1867 sur les rives du fleuve Orange. Donc, c'est le lieu de départ, disons, de l'exploration minière d'importance en Afrique du Sud, entre autres, en particulier par les Britanniques, qui se sont installés à Kimberley. Kimberley est ici, dans le Orange Free State, juste au sud de l'État du Transvaal, qui étaient deux États boers, qui a été juste à la guerre des Boers. Donc, qui étaient deux États essentiellement dirigés par des Boers qui sont surtout des colons hollandais. Il y a d'autres nationalités à l'intérieur, mais c'est essentiellement des Hollandais. Cecil Rhodes était un impérialiste britannique qui voyait grand, disons, et qui voulait établir ou développer l'impérialisme britannique partout dans le monde, en particulier en Afrique. Il y avait le projet de rejoindre ou de faire rejoindre toute la partie nord d'Afrique avec l'Égypte, le Soudan, jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc, étendre l'impérialisme britannique en Afrique. C'était l'âge d'or l'Empire britannique là, à la fin du 19e siècle. Donc, ils se sont installés dans la région de Kimberley assez rapidement, ce qui n'a pas nécessairement fait le plaisir de la plupart des Boers. Donc, Cecil Rhodes avait même après un certain temps, eu un pays à son nom, la Rhodésie, qui n'existe plus maintenant. Mais c'est dans cette région-là que les diamants ont vraiment pris de l'expansion comme substance là, recherchée sur la planète. On voit ici en fait la famille Rhodes en train de chercher des diamants dans des placères pas très loin de Kimberley. La principale pite de kimberlite à Kimberley a été exploitée dans ce qu'on appelle le Big Hole. Donc ici, on voit les débuts assez rudimentaires au début des années 1870, où les prospecteurs creusent chacun leur claim en profondeur dans le yellow ore à la pioche. Puis réussissent à séparer les diamants, les vendre. Mais la plupart, en fait, à cette époque-là, vivre en Afrique du Sud, surtout à Kimberley, était encore plus dangereux, je pense, que vivre dans l'Ouest américain pendant la ruée vers l'or. On voit des films sur les cowboys. Mais je pense qu'on devrait peut-être faire un film sur la région de Kimberley. C'est documenté dans des bouquins assez intéressants d'ailleurs. Mais on voit ici les débuts de l'histoire du Big Hole de Kimberley. Donc, graduellement, les prospecteurs ont creusé. Ici, c'est. Vous voyez ici le relief. Donc, c'est une coupe verticale dans la distribution des claims à Kimberley. Donc,
c'est assez complexe. Les clés n'ont pas toutes la même forme, la même taille. Puis ici, vous voyez des noms différents. Cohen, 743, 713. Green, qui a le 772, puis la moitié du 742. Fait que chacun des prospecteurs exploitait son claim, puis arrivait ensuite, finissait ici. C'était le prochain qui prenait le relais. Donc, vous pouvez imaginer l'anarchie qui donnait quelque chose comme ça. Donc, ici, c'est le Big Gold, encore probablement dans le Yellow Ore. Vous voyez les chariots qui étaient utilisés ici, c'était des câbles en acier qui reliaient le fond du Big Hole avec la surface, les travailleurs qui descendaient dans le fond du trou. Il n'y avait pas beaucoup de sécurité à ce moment-là, mais c'était la façon de travailler à cette époque. Si vous allez à Kimberley, en Afrique du Sud, vous allez voir les trous qui ont été creusés dans la Kimberley, 1937 ici. Puis ici, je ne sais pas c'est quelle année, c'est une photo que j'ai prise sur Google, mais on voit l'importance de la Kimberley, de la mine par rapport au village de Kimberley. Il y a un livre très intéressant, si vous voulez lire sur l'histoire, Diamond, Gold and War. C'est un livre assez passionnant qui est écrit entre autres sur la découverte de Kimberley, comment la région a été développée par les Boers puis ensuite par les Britanniques. Puis il y a une grande partie aussi sur la découverte du Witwatersrand, qui est un important gisement d'or en Afrique du Sud, un des plus importants sur la planète, quand ça a façonné l'histoire de l'Afrique du Sud. Et c'est un bon bouquin. Donc, quand on regarde à la surface de la Terre où on trouve les diamants, bon, c'est bien connu en Afrique du Sud, qui est encore un des principaux producteurs de diamants. On en retrouve en Australie, dans la plupart des grands cratons. La prochaine slide, si vous regardiez une carte de 1991, de la distribution des gisements de diamants, il n'y aurait aucun gisement de diamants ou aucune occurrence de diamants au Canada dans le bouclier canadien. C'est seulement récemment, à partir des années entre 91 et 96, il y a eu de l'exploration. Puis éventuellement, les mines de Jericho, Diavik, Victor ont été découvertes là, graduellement. Mais essentiellement, jusqu'à 1991, la plupart de la production venait d'Afrique du Sud, de Sibérie, un peu en Australie, puis au Brésil. Au Brésil, c'est surtout des placeurs diamantifères qui ont été exploités. Donc, au Canada, où on retrouve les principales mines de diamants, au territoire du Nord-Ouest, puis au Nunavut. Donc, c'est les principaux champs de Kimberley diamantifères qui ont été initialement découverts puis minés. La mine Victor, dans le nord de l'Ontario. Puis aussi, il y a une mine de diamants qui opère présentement dans les monts Autriche au Québec. Donc, c'est la principale distribution des diamants au Canada. Cette photo-là, cette carte-là date de 2005. Je pense qu'il y a une grande découverte là, depuis. La valeur des diamants est calculée, en fait, la valeur des diamants est calculée en carats. Si vous travaillez dans les gisements de cuivre, généralement, on va parler plutôt de livres de cuivre, de pourcentage de cuivre dans un minerai. Si vous travaillez dans les gisements d'or, ça va être en onces ou en grammes par tonne. Dans les diamants, ça va être en carats. Donc, 1 carat, c'est 0,2 grammes. C'est vraiment pas beaucoup. Puis si vous regardez ici la concentration pour les gisements Jericho, qui est un gisement au territoire du Nord-Ouest, c'est à peu près 1 carat par tonne. Donc, ça prend, pour avoir, dans une tonne de kimberlite, on aurait 0,2 grammes de diamant, ce qui est à peu près rien. Donc, vous pouvez imaginer que la teneur en diamant dans les kimberlites est extrêmement faible. Pour une mine d'or, par exemple,
on va parler d'une teneur minimale autour de 1 gramme par tonne de roche pour que ça soit rentable. Et ça prend un très très grand volume. Donc ici, c'est des teneurs extrêmement faibles pour les mines de diamants. Où on retrouve les kimberlites. Les kimberlites se forment essentiellement dans les cratons. On va voir pourquoi. Elles doivent avoir une origine très profonde. Puis ils sont souvent associés aux grandes phases de rift, d'éclatement des supercontinents, donc d'extension crustale, pour former des fractures qui vont être alimentées par des magmas kimberlitiques qui proviennent de la sténosphère, puis qui vont permettre la circulation des diamants ou le transport des diamants qui sont formés à la base de la lithosphère dans la sténosphère et qui vont être transportés vers la surface par le magma kimberlitique. Donc, si on regarde la distribution, on a vu qu'elle était essentiellement située dans les cratons précambriens. Craton du Cap-Val en Afrique du Sud, en supérieur, dans le craton des Esclaves, dans le nord du Canada. Donc, essentiellement lié aux grands cratons. Puis, en termes de temps, en fait, si on regarde la distribution, ici, c'est les kimberlites canadiennes. Vous allez voir qu'il y a une concentration entre, disons, à peu près 600 millions d'années. Ici, c'est à 650 millions, c'est la kimberlite de Renard, c'est la mine de diamants qui est en opération dans les monts Autriche. Entre 650 puis 450 millions d'années. Ce qui se produit à peu près à 650, 550, c'est l'éclatement du supercontinent vodinien. Donc, une période d'extension crustale importante qui se produit à ce moment-là et qui met en place les magmas kimberlitiques. Si on regarde ici, à partir de à peu près 200-250 millions d'années, on commence à faire éclater la Pangée, donc un supercontinent qui s'est formé à la fin du Silurien, dans le Carbonifère. Puis ensuite, on a l'éclatement de la Pangée à partir de 200 de rift, là, entre 200 et 250 millions d'années. Et vous pouvez voir la concentration de kimberlites qui sont reconnues au Canada depuis cette période-là. Donc, c'est essentiellement ici, on voit un lien entre l'âge de formation et les grandes époques d'accrétion et de séparation des masses continentales. Les diamants, ils ne sont pas vraiment reliés à la pression. Oui, mais on va voir pourquoi, en fait, les grands cratons ont une quille lithosphérique importante. Puis le carbone, en fait, les diamants sont formés essentiellement de carbone. C'est un élément actif qu'on trouve dans les pressions les plus importantes là, à la base de la lithosphère. Donc, ça prend un craton relativement épais pour qu'on puisse former le diamant en profondeur, puis ensuite le transporter très très rapidement jusqu'à la surface. Oui, mais justement, rendu à la surface, ça fait 600 millions d'années que la surface, ça prend combien de temps dans le fond pour que le diamant en fait, les diamants, disons, sont métastables. Ah ouais? Donc, ils sont stables à grande profondeur, mais bon, ils sont relativement instables à la surface, mais ça prend quand même une certaine part d'énergie pour pouvoir le rétrograder, disons, en graphite. Mais les diamants vont être stables à l'échelle humaine, puis même géologique, à la surface. On voit quand même les diamants préservés à la surface. Mais le mécanisme de transport qui amène les diamants de la profondeur de la lithosphère jusqu'à la surface est vraiment assez rapide pour permettre aux diamants d'être conservés sans être rétrogradés en graphite. Donc c'est ça, on voit les diamants, les kimberlites diamantifères en association
Ici, on voit donc, les gisements de diamants, c'est les carrés. Ici, dans les cratons, le 3, c'est un placeur diamantifère qu'on trouve dans l'ouest de l'Afrique du Sud, sur la côte atlantique, presque jusqu'en Namibie. Mais c'est un placeur, donc c'est un peu exceptionnel. Mais sinon, les autres gisements de diamants, les carrés, ici, sont essentiellement liés au craton précambrien. Ici, c'est une carte essentiellement pour l'Afrique, mais ça montre quand même la distribution des gisements de diamants. On voit aussi les gisements d'or, les triangles, qui sont surtout associés encore une fois au craton, et les grands gisements de platine, celui du Bushveld. Il n'est pas là, mais on voit le Bushveld qui est ici. Donc, c'est essentiellement une liaison entre les gisements de diamants et les grands cratons. Donc, ça nous prend un craton stable pour former des kimberlites diamantifères. Donc, je mentionnais, c'est la même chose au Canada. Si on regarde, Montréal est à peu près ici. Mais on voit, on peut retrouver des kimberlites. Ici, on voit kimberlites stériles, diamants rares ou inexistants. Donc, on peut former des kimberlites à l'extérieur des grands cratons, mais ces kimberlites-là ne seront pas diamantifères. Donc, ça nous prend à la fois la kimberlite, une époque métallogénique propice, donc une période de fracturation des continents. Puis ça nous prend une masse continentale épaisse, importante, pour pouvoir former des kimberlites qui, elles, vont être diamantifères. Donc c'est un diagramme synthétique ici, justement, qui illustre un craton, puis la ceinture mobile, le mot bike belt en anglais. Ceinture mobile, c'est les chaînes orogéniques. Donc, c'est les qu'on retrouve en bordure de la plupart des masses continentales. Donc, dans les cratons, on retrouve une croûte relativement épaisse, un manteau lithosphérique, particulièrement épais, puis ensuite, on a l'asténosphère en profondeur. Donc, le carbone va être préservé sous forme de diamant à la base de la lithosphère, à plus de 150 km de profondeur, alors que le graphite, lui, va être stable à la partie supérieure de la croûte. Donc, on va former les diamants à profondeur importante. On va les préserver à la base de la croûte, à la base de la lithosphère, dans le manteau supérieur, où on retrouve, entre autres, des épidotites anthropologiques du net à Grenade. Ici, des éclogites, donc des plaques substituées qui ont été éclogisées, par exemple. Donc, des roches métamorphiques qui ont été métamorphisées là, à haute pression. Les magmas kimberlitiques, eux, vont être formés dans l'asténosphère. Donc, ils vont avoir des minéralogies qui vont évoquer une profondeur importante. Puis ces magmas-là vont être entraînés dans les fractures, puis vont se propager jusqu'à la surface, puis entraîner les diamants pour être préservés sous forme de kimberlite dans la partie superficielle de la croûte. Ici, on voit la K1, une kimberlite, le K numéro 1, où on aurait une origine profonde de la kimberlite, mais la lithosphère étant peu profonde en périphérie des continents, ben on n'a que peu de diamants qui peuvent être échantillonnés et amenés jusqu'à la surface. Donc, ça illustre le fait qu'on a besoin d'une source magmatique profonde, une lithosphère épaisse, puis aussi un réseau de fractures qui est présent pour permettre la circulation du magma kimberlitique jusqu'à la surface. Dans les kimberlites diamantifères, on trouve des minéraux qu'on appelle les minéraux indicateurs. Il y en a différents types. Il y a en particulier les grenats. Il y a toute une classification des grenats
qui sont associés au diamant. Donc, il y a des minéralogistes vraiment spécialisés dans le domaine du diamant qui vont étudier la minéralogie des kimberlites, des roches kimberlitiques qui sont trouvées, puis aussi des sédiments qui sont étudiés pour faire la prospection pour les diamants. Donc, on va avoir les grenats, les diopsides, les clinopyroxiens qui peuvent être chromifères, donc les grenopyrotes. Ici, on voit l'association assez claire entre un grenopyrote et un diamant, donc qui évoque des profondeurs importantes là, pour la formation de ces roches-là. Donc, quand on voit des associations comme celle-ci, on peut imaginer que si on fait la prospection pour le diamant, dans des terrains comme le nord du Québec, le nord du Canada, où il y a eu des glaciers qui ont circulé, qui ont couvert les kimberlites, les diamants étant relativement rares, on peut chercher, au lieu des diamants, des grenopyrotes ou des diopsides chromifères, ou des chromites ou des ilménites qu'on trouve ici, avec des compositions particulières qui vont nous permettre de dire, OK, ben, je trouve un grenopyrote et un diopside chromifère qui sont habituellement associés à des kimberlites diamantifères. Je ne vois pas les diamants, mais je vois ces minéraux-là dans les sédiments. Ben, je peux éventuellement retracer la source des minéraux pour arriver à la kimberlite. Donc, la reconnaissance de ces minéraux indicateurs est assez importante pour la prospection du diamant. Ici, c'est des photos de mines de kimberlite. Ici, ben, on voit presque plus de kimberlite. Tout est miné, c'est essentiellement des granitoïdes. C'est la kimberlite de Clip Springer en Afrique du Sud. Le Clip Springer, c'est un petit animal qui est très sympathique, qui saute sur les roches. Il saute là, comme une sauterelle. Puis Clip Springer, ça veut dire le rock jumper. Puis ici, on voit des rock jumpers qui cherchent, c'est probablement en fait, c'est un taille de kimberlite ici qui coupe un granitoïde. C'est une photo encore ici de la kimberlite, donc c'est une roche fragmentaire souvent, donc il y a une matrice signée, des fragments à l'intérieur. On voit l'altération aussi jaunâtre dont je parlais tantôt. Donc la kimberlite devient assez friable et riche en olivine, serpentinisée, souvent carbonatisée. Donc la roche est assez friable. Puis on voit l'association assez claire ici entre une zone de faille, on voit la fracturation importante dans le granitoïde, puis la mise en place de la kimberlite. D'où l'importance d'avoir un réseau de fractures bien développé pour permettre la circulation de la kimberlite. En fonction de la géométrie des kimberlites, leur forme en pipe, puis l'association parfois avec les faciès. Ici, c'est pas une kimberlite qui est illustrée, c'est plutôt un mode de formation ou un type de volcan qu'on appelle le mars diaprème, mais qu'on peut appliquer aux kimberlites en général. C'est un type de volcan qui va être associé au développement très souvent d'une pipe, une forme de pipe, avec un faciès qu'on appelle le diaprème, qui est une roche bréchique, qui correspond à une structure là, qui est sous-jacente au cratère, qu'on va généralement appeler un mare. Le mare, lui, est souvent rempli de sédiments, très souvent comblé par de l'eau, un petit lac circulaire. C'est un type de volcan dans lequel se forment les kimberlites. Donc, c'est un mode de formation des kimberlites. Donc, on va voir différents faciès. Très souvent, le faciès de diaprème qui occupe la pipe de kimberlite. On peut voir des dikes qui vont se mettre à l'intérieur. Et aussi, parfois, un faciès pyroclastique qui va former un anneau autour du cratère, et parfois remplir aussi le mare, le lac de sédiments pyroclastiques ou sédiments remaniés à partir des périphéries du cratère. Donc c'est une explosion, c'est un volcan explosif là, qui va
permettent la mise en place des kimberlits. Ici, c'est des exemples de mares diaprèmes, essentiellement de mares. On voit surtout les cratères, le lac circulaire. Ce n'est pas des kimberlites, mais ça illustre quand même la géométrie là, envisagée, la taille aussi. Donc, ce n'est pas des systèmes qui sont si grands que ça peut faire quelques centaines de mètres. Donc, c'est des petits volcans explosifs de forme circulaire qui vont souvent former un mare, là, un lac à la surface. Ça, c'est probablement un diagramme que vous avez vu pour expliquer la formation, la géométrie des kimberlites. Très souvent, on va avoir un faciès de diaprème, donc une brush-type kimberlite. Le faciès de mare, représenté par le lac à la surface, avec les kimberlites, les faciès kimberlitiques pyroclastiques. Puis on peut avoir des faciès hypabyssaux, abyssaux, les kimberlites abyssales, qui sont des roches magmatiques, donc un magma qui va cristalliser, puis qui va être aussi caractérisé de kimberlite. Donc, c'est tout ça ici, les différents faciès, que ce soit les roches pyroclastiques, le faciès de diaprème ou le faciès abyssal, plutôt magmatique, vont entrer dans la grande classe des kimberlites. Donc, on retrouve différents faciès là, selon leur mode de formation. On n'ira pas dans le détail de la classification. Ici, je l'ai mis pour que vous soyez au courant. Hein. Mais disons qu'on peut appeler ou diviser les kimberlites en deux grands faciès, les faciès volcanoclastiques, donc qui représentent la faciès, la partie pyroclastique qui a été éjectée ou resédimentée dans le cratère. Donc, c'est ce qu'on va appeler la kimberlite volcanoclastique. Mais on peut aussi avoir la kimberlite hypabyssale qui représente ces faciès franchement intrusifs qui vont cristalliser à partir du magma. Donc, c'est les deux grands faciès qu'on peut différencier. Ici, j'ai un exemple, vous pourrez venir le voir. Ça a été qualifié de pyroclastic kimberlite. Donc, c'est le faciès volcanoclastique, un sous-faciès, disons, de la kimberlite volcanoclastique. Vous pourrez voir un exemple ici en avant. Donc, c'est les deux grandes classes là, de kimberlite qui ont leur propre subdivision, mais disons qu'on peut se restreindre à ces deux grandes classes. En termes de géométrie, les kimberlites peuvent être relativement complexes. Ça, c'est la kimberlite de Dutoit en Afrique du Sud. Donc, chacun des. Ça, c'est celle de Dutoit, donc kimberlite au Lesotho, l'autre en Afrique du Sud. Vous pouvez voir qu'il y a différents faciès et différentes couleurs qui sont illustrées, par exemple, sur celle du Lesotho, le bleu, le brun, le vert et le rouge. Ce sont tous des faciès volcanoclastiques. Vert foncé, puis le bleu, c'est des faciès hypabyssaux, donc des faciès magmatiques qui ont probablement cristallisé à partir d'un magma. Toutefois, j'ai écrit ta mère ici. Ne sont pas indiqués. Mais chacun des faciès peut être diamantifère ou ne pas l'être. Donc, ces différents faciès-là, visuellement, peuvent se ressembler énormément. Donc, ça va prendre un contrôle important, soit géochimique, pour essayer de les distinguer, un contrôle minéralogique pour correctement distinguer les différents faciès, puis évaluer lesquels sont diamantifères ou non. Donc, toute l'économie puis la classification des kimberlites dans une mine de diamants est extrêmement complexe. Puis chacune des lithologies va avoir, ou chacun des faciès va avoir un contenu en diamant qui va varier parce qu'il y a une origine légèrement différente où il a échantillonné
une région du manteau légèrement différente, qui n'était pas nécessairement aussi riche ou qui était plus riche en diamants. Donc, chacun des faciès va devoir être caractérisé correctement pour avoir une bonne évaluation de l'économie ou du potentiel économique d'une kimberlite. La définition d'une kimberlite va être relativement complexe. Ici, j'ai mis une version un peu simplifiée. Mais grossièrement, c'est une roche ultramafique, donc composée de minéraux mafiques essentiellement. Elle a une tendance alcaline et riche en éléments alcalins, barium, strontium, du potassium, un peu de sodium. Riche en volatiles, donc souvent on va avoir des carbonates, de la calcite, de l'humide, donc surtout du CO2. Elle a une texture hétérogranulaire. Elle va souvent être porphyrique ou contenir des xénolithes, de roches qui ont été arrachées en profondeur et transportées avec la kimberlite. Donc, dans les fractions hétérogranulaires ou les fractions les plus grossières, on va inclure à la fois des macrocristaux, qui vont être des cristaux visibles, donc des cristaux porphyriques, très souvent arrondis, donc assez bien arrondis, contenus dans une matrice fine, avec en certains cas des mégacristaux. Donc, vous pouvez voir des très très gros xénolithes. C'est écrit mégacristaux ici, mais ça peut être des xénolithes aussi, des xénolithes, par exemple de péridotite à grenat, de péridotite, de diopside, donc qui montrent une origine profonde. Les macros, les mégacristaux vont être constitués entre autres de grenat, donc on va avoir les grenats pirates, les grenats rouge-orangé, de l'olivine, qui va être un des minéraux importants de la kimberlite, ultramafique, rappelez-vous. Souvent de l'ilménite, donc c'est un minéral gris métallique, assez facile à reconnaître, et toute une suite d'autres minéraux comme le diopside, on peut voir du phlogopite. Donc, c'est les caractéristiques minéralogiques principales. L'orangéite, c'est en fait pendant jusqu'en 1995, les orangéites étaient décrites comme un type de kimberlite. Il y avait les kimberlites de type 1 et de type 2. Les types 2, c'était les orangéites. Ce qui les distingue des vrais kimberlites, en fait, c'est l'enrichissement en potassium. Puis la phase volatile principale va être de l'eau. Donc, on va avoir énormément de phlogopites. Vous allez voir cet échantillon-ci. Si vous voulez le voir après le cours, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de mica à l'intérieur. J'ai une lame mince, c'est cet échantillon-là. C'est bourré de phlogopites dans la matrice. Donc, c'est une différence minéralogique là, qui va permettre de distinguer l'orangéite de la kimberlite. On n'ira pas dans le détail de la pétrologie, de la formation de ces roches-là. Ils ont un mode de formation légèrement différent, mais ils ont toujours une origine asténosphérique. Bon, ici, c'est des caractéristiques qui différencient les kimberlites et les orangéites. Il y a un autre type de roche qui contient des diamants. Vous n'aurez pas dans l'ITP, je n'ai pas d'échantillon. C'est un lamproïde, ça ressemble un peu à une kimberlite. La minéralogie est différente, puis la mécanisme aussi, ça forme aussi les mares diatrèmes, il y a souvent un peu plus de magma. Le magma est plus abondant, puis ils sont de source lithosphérique. Mais ils peuvent être diamantifères, donc c'est bon de les connaître, savoir qu'ils existent. Je ne me trompe pas, on ne trouve pas d'lamproïdes au Canada non plus. On les trouve surtout en Australie. Enfin, il y a un autre type de roche qui est relativement commun. Ça, vous en avez probablement parlé aussi en introduction à la pétrologie. Ce qu'on appelle le lamprophile. C'est un minéral qui est une roche qui est commune. On en trouve ici partout dans les Appalaches, en Abitibi, dans le canton du supérieur, dans le nord du Québec. C'est une roche qui est relativement commune. Mais c'est bon d'être en mesure de la connaître et de la distinguer afin de la distinguer de la kimberlite. Donc, c'est une roche qui est très souvent porphyrique. Puis, la plupart des phénocristaux qu'on va avoir à l'intérieur, ça va être de l'amphibole ou des pyroxènes. Donc,
puis des micas, souvent de la phlogopite à l'intérieur. L'olivine peut être présent, mais elle va être subordonnée. Donc, c'est l'amprophile peut être distingué là, de la kimberlite. La kimberlite, généralement, va être assez riche en olivine. Donc, il va avoir une matrice riche en olivine, des macrocristaux d'olivine. Donc, c'est possible de les distinguer assez efficacement là, sur le terrain. Donc, c'est bon de connaître ces différentes roches-là. Et l'amprophile, habituellement, ne sont pas diamantifères. Ils n'ont pas nécessairement une source aussi profonde que les kimberlites. Mais dans certains cas, elles le sont. Normand Goulet, qui était prof au département jusqu'à décembre dernier, sa retraite, cartographié dans les monts Tongaat, puis il a trouvé des amprophiles qui contiennent des diamants. C'est les premiers diamants qui ont été trouvés dans le nord du Québec. Il y a toute une frénésie d'exploration pour le diamant qui s'en est suivi. Mais on voit ici la texture porphyrique. Du lamprophile, c'est des macrocristaux ici de grenat, des xénolites. On voit le dike ici qui n'est pas très large, donc le potentiel qui est relativement faible pour avoir un bon volume. Mais donc les lamprophiles sont rarement diamantifères, mais elles peuvent l'être là, de façon anecdotique. En termes de prospection, donc ça nous prend une lithosphère épaisse. On n'ira pas chercher des kimberlites, je sais pas moi, au Bahamas. Pas de lithosphère très épaisse. On va chercher des diamants dans les cratons précambriens, craton du Cap-Vert, craton du supérieur, le cœur du craton du supérieur, craton des esclaves. Donc ça va nous prendre des zones de faille aussi. Qu'on peut reconnaître en télédétection. Donc, à partir des linéaments géophysiques ou des imageries satellites, on peut réussir à décrire des zones de fracture qui vont permettre la circulation des kimberlites au sein des lithosphères anormalement épaisses. On peut utiliser la signature magnétique. Donc, il va y avoir une anomalie magnétique qui est liée au kimberlite par rapport aux roches environnantes. Très souvent, une anomalie magnétique qui est circulaire, due au fait que la kimberlite est comme un breccia type, loupé. Donc, c'est des techniques qui sont essentielles quand on fait de la prospection pour le diamant. La plus importante des techniques dans des terrains qui ont été englacés, comme le nord du Canada, et probablement la prospection par l'échantillonnage de minéraux indicateurs. Donc, les compagnies qui font l'exploration pour le diamant vont échantillonner des tiles, des drumlins, différents types de tiles pour concentrer les minéraux lourds, puis les identifier, les distinguer pour identifier, par exemple, les grenats pyrotes, les pyroxènes, les diopsides chromifères. Puis voir s'il y a une association possible avec une kimberlite. Donc ici, c'est une image, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui m'avait donné cette figure-là, je ne sais pas c'est pour quel projet d'exploration, mais le grenat pyrote le plus recherché, c'est ce qu'on appelle le G10. Il y a toute une classification des grenats pyrotes, G10, G12, G10. Puis on recherche ces grenats pyrotes dans les tiles pour remonter éventuellement à la source où on a une kimberlite qui pourrait potentiellement être diamantifère. Donc, c'est une technique de prospection qui est utilisée de façon systématique pour le diamant. Ça peut être appliqué aussi pour d'autres substances. On a des minéraux lourds qui peuvent être préservés. Mais pour le diamant, c'est vraiment systématique. C'est une méthode de prospection qui fonctionne, qui a été utilisée, puis qui a permis de découvrir des diamants. Entre autres, il y a deux géologues fameux au Canada, Chuck Fipke, Stu Blossom, qui étaient deux copains qui se sont rencontrés sur le terrain pendant qu'ils faisaient la prospection.
Puis ils ont eu une bonne idée. En fait, ils se sont rendus compte que, bon, c'était connu. Il y avait des gonopyrops, des diapsides conifères, qui étaient associés aux kimberlites en Afrique du Sud, en Australie. Bon, on comprenait à peu près comment les kimberlites se formaient. C'était des brachyophytes avec des facettes de diatrème. Puis il y a déjà eu des diamants qui ont été trouvés dans les îles auparavant, au Canada. Donc, potentiellement, il y a moyen d'utiliser la dispersion glaciaire en étudiant les minéraux indicateurs dans les tuiles pour retrouver une kimberlite. Donc, pendant plusieurs années, Chuck Fekete et Stu Blossom ont fondé une compagnie, je ne me rappelle plus du nom de la compagnie, mais il n'y a pas le nom diamant à l'intérieur. Les gens se demandaient ce qu'ils faisaient, il y avait des propriétés, ils échantillonnaient pour le til. Mais ils cherchaient en fait des minéraux indicateurs. Ils gardaient ça très 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 secret, mais ils ont trouvé les champs de kimberlite, le lac de Gras, Diavik, qu'on trouve dans le territoire du Nord-Ouest, en étudiant la dispersion glaciaire, les trends de dispersion glaciaire, puis les minéraux indicateurs pour remonter à la source des kimberlites. Ils ont utilisé aussi la géophysique. Si vous regardez ici, donc l'anomalie géophysique magnétique négative de la kimberlite, la résistivité, donc la kimberlite ne conduit pas très très bien, c'est essentiellement de l'olivine, des silicates, donc une anomalie magnétique, résistivité importante. Puis des sédiments, donc une épaisseur de sédiments assez importante. Donc on peut imaginer la kimberlite qui est en dessous ici est relativement friable, peut être érodée facilement. Donc ça va former un bassin, un petit lac, qui peut être comblé par des sédiments. Donc ici c'est un exemple qui vient du territoire du Nord-Ouest, dans le lac de Gras, et qui montre la géophysique puis certaines caractéristiques qui sont associées aux kimberlites qui ont été trouvées par Stu Blossom et Chuck Fekete. Aujourd'hui, c'est des philanthropes, c'est des millionnaires, puis ils s'amusent. Ils font encore de la prospection, puis ont fondé des départements universitaires qui font de la géologie. Mais tout ça part du til. L'étude des minéraux dans les tiles. Donc, ça conclut la petite une introduction au diamant, les kimberlites. Vous allez avoir un TP, entre autres, cet après-midi, qui va inclure les échantillons de kimberlites, de l'amphosphère, de diatrème, donc c'est des roches que vous allez toucher et regarder, dessiner. On va passer maintenant au carbonatite. Avec une courte introduction aux terres rares, c'est pas les terres rares, ici c'est une photo qui vient d'une carbonatite québécoise, c'est celle de Montguel. Puis on voit ici, c'est une amphibole, de l'apatite, un des minéraux de terre rare qu'on trouve dans les carbonatites qui peut être miné. C'est la fluoroapatite, une apatite qui va contenir un peu de fluor et des terres rares. On voit des carbonates. Ici, je ne me trompe pas, c'est de la calcite. Il y a d'autres carbonates. Il y en a un qui s'appelle la bastnacite, la silichite. C'est des carbonates de terres rares. Puis c'est des minéraux qui peuvent être minés pour les terres rares. Donc, c'est pas des minéraux aussi communs, mais ici, on en voit sur la photo. Donc, c'est quoi les terres rares? On se la suite des lanthanines, lanthanum, sélénium, jusqu'à l'iterbium et l'uthécium. On va souvent inclure aussi d'autres éléments comme le tritium, le zirconium, le scandium, le niobium, le tantal aussi. Quand on discute des terres rares, parce qu'ils sont souvent associés. Donc, ils peuvent avoir des caractéristiques chimiques qui vont faire qu'on les retrouve dans les contextes qui peuvent être relativement semblables.
Où on les retrouve sur la planète, ici c'est une carte avec la distribution des gîtes de terres rares. Si on regarde, ici c'est une légende qui montre les étapes de développement des projets, avec une ressource définie jusqu'à des gisements en production. Donc, si on cherche les gisements en production, il y en a un à Mountain Pass, en dessous de la Californie. Il y en a une panoplie en Chine, puis un en Afrique, dans le sud de l'Inde. Donc, les gisements de terre rares qui sont en production sont très rares. Donc, il n'y en a pas beaucoup, et le marché des terres rares est essentiellement contrôlé par la Chine, avec une petite production américaine. Il y a plusieurs gîtes importants au Québec, au Canada en général. À Niobec, on retrouve du niobium à Oka, la carbonatite niobique, la carbonatite d'Oka qui est dans le banlieue de Montréal. C'est un gisement de niobium qui a été épuisé maintenant, qui est juste en banlieue de Montréal. On retrouve des terres rares. Le gisement de Strange Lake, on va voir la semaine prochaine, qui est sur la frontière Québec-Labrador, direct dessus. La carbonatite de Montviel, dans le sud du Québec, dans le nord du Québec, et Kipawa, dans le nord du Québec aussi. Donc, il y a quand même plusieurs projets qui sont centrés sur l'exploration et le développement de terres rares au Québec. Il y a toute une diversité de gisements. Il y en a qui sont plus importants, plus communs. Nous, on va s'intéresser surtout à ceux qui sont encaissés dans les carbonatites pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va voir un peu celles qui sont associées aux roches alcalines et aux pegmatites. Donc, c'est un type de gisement qui est toujours magmatique. C'est ce qu'on va regarder la semaine prochaine. Puis, il y a toute une foule d'autres gisements qui peuvent être soit dans les roches sédimentaires, des gisements métamorphiques, hydrothermaux. Donc, il y a toute une panoplie quand même de gisements de terres rares. Mais les plus importants vont être ceux dans les pegmatites, les roches alcalines et les carbonatites. L'abondance maintenant des terres rares. Les terres rares sont très peu abondantes. Si vous regardez, par exemple, c'est l'autre diapo. Disons, si on regarde la minéralogie des terres rares, j'avais mentionné tantôt le carbonate de terre rare, la basanasite. Un carbonate un peu brunâtre, qui peut ressembler à la calcite quand même. Mais la basanasite va être un des principaux minéraux qui va être exploité pour les terres rares. On a aussi la monazite, qui est un phosphate. Mais aussi l'apatite, le xénotine, l'eudialyte, c'est un silicate. Donc, ça va être les principaux minéraux. Basanasite, monazite, apatite, xénotine, eudialyte. C'est les principaux minéraux de terre rare. Il y en a toute une panoplie, relativement complexe. Mais disons que c'est les principaux minéraux qui vont être minés puis exploités pour les terres rares. Ici, on voit l'abondance relative des différentes terres rares dans ces minéraux-là. Donc, il y en a certains qui sont enrichis en terres rares lourdes, d'autres en terres rares légères. Donc, c'est toute une panoplie de minéraux avec des caractéristiques différentes. Ici, on n'ira pas dans le détail. C'est quelques informations sur la composition de ces minéraux-là. La basanasite, la synchite, qui est un autre carbonate de terre rare. La monazite, et c'est des informations là, sur ces minéraux-là. Vous n'avez pas à attendre tout ça. Donc, on a vu les principaux minéraux qui contiennent les terres rares. Maintenant, en termes de roches, si on regarde un basalte classique, donc un morbe, qu'on retrouve sur les fonds océaniques, les fonds océaniques sont tapissés de ce qu'on appelle les Mid-Ocean Ridge Basalts. C'est des basaltes de type morbe. On retrouve des
des terres rares dans ces roches-là, mais en quantité relativement faible. Donc, 1 à 10 fois ce qu'on va retrouver dans le manteau primitif. Donc, ils sont légèrement enrichis par rapport, en termes de terres rares par rapport à ce qu'on voit dans le manteau. Mais il y a certaines roches, comme les carbonatites. Ici, on voit la carbonatite de Bear Lodge au Wyoming. Puis certains granitoïdes, comme celui de Strange Lake, la pegmatite de Strange Lake, qu'on voit frontière Québec-Labrador, dans le nord du Québec, mais vont avoir des teneurs en terres rares qui peuvent être relativement intéressantes, qui vont être extrêmement enrichies par rapport à ce qu'on trouve dans le manteau, mais aussi dans les roches qui sont particulièrement abondantes à la surface de la Terre, comme les morgues ou certains autres types de granitoïdes. Donc, certains types de roches particulières, comme les carbonatites ou les granites, les roches alcalines, certaines roches alcalines, vont être particulièrement enrichies en terres rares. C'est le cas, entre autres, au Québec, en banlieue de Montréal, la carbonatite d'Oka. C'est une mine de niobium qui a été minée essentiellement, je sais pas quand elle a fermé, par exemple. Je ne sais pas la date de fermeture. Mais elle a été minée pour le niobium. Le niobium se trouvait dans le pyrochlore. Mais on retrouve, en plus du niobium et du pyrochlore, un peu d'apatite, puis des carbonates de terre rare. Donc, on trouve quand même certaines ressources en terre rare dans la carbonatite d'Oka. La carbonatite d'Oka a été découverte en 1952. 1952, ben, les années 50-60, l'âge d'or de l'uranium, disons, les prospecteurs parcouraient le Canada, littéralement le Canada à pied ou en hélicoptère avec des radiomètres. Il y en a différents types, mais ils cartographiaient les roches en général en utilisant la radiométrie parce qu'ils voulaient trouver des gisements d'uranium pour faire des réacteurs nucléaires ou plus justement des bombes. Mais il y avait toute une frénésie là, pour l'uranium à cette époque-là. Donc les géologues sont passés dans la région d'Oka et ont dit « Ah, ben tiens, c'est granifère ici ». Au début, la carbonatite d'Oka avait été interprétée comme des roches carbonatées, semblables à des marnes. Donc, des roches carbonatées, bon, un petit minéral bizarre, un peu brun rougeâtre, qu'on appelle le pyrochlore. C'était interprété comme un marne. En fait, ça ne fait pas si longtemps que ça que les carbonatites sont reconnus comme des roches magmatiques qui proviennent de la cristallisation d'un magma carbonaté. L'attribution des carbonatites à un magma carbonaté a été faite quand même assez tardivement, suite à la découverte de volcans carbonatitiques. Donc, c'est des volcans de natrocarbonatite, c'est l'équivalent exclusif des carbonatites. Donc, c'est des laves extrêmement fluides qui sont constituées essentiellement de carbonate. Donc, il y en a des exemples, un seul exemple se trouve en Tanzanie, dans le nord de la Tanzanie. Puis, c'est des volcans de carbonate. Donc, c'est essentiellement un magma carbonatisé qui s'écoule. Puis, à partir de la découverte de ce volcan-là, en fait, on a pu interpréter les carbonatites comme étant la source des volcans natrocarbonatiques. Donc, c'est quand même intéressant comme association. Puis, c'est seulement depuis ce moment-là qu'on a pu faire l'association entre la carbonatite d'Oka, par exemple, une source signée, et éventuellement l'interprétation du gîte correct sous forme d'une intrusion magmatique de magma carbonatique. Donc, les principales substances qu'on retrouve dans les carbonatites, il y en a toute une foule, en fait. Il y a des carbonatites en Afrique du Sud qui vont être riches en or, en cuivre. Falabora, qui est
un immense gisement de cuivre, contient aussi de l'uranium. Ici au Québec, les carbonatites sont reconnus pour le niobium. Il y avait une mine ici en banlieue de Montréal, dans le carbonatite d'Ocom. Il y a aussi une mine de niobium à Saint-Honoré, au nord de Chicoutimi, au Saguenay. Donc, c'est une production de niobium qui est assez importante. Il y a deux principaux gisements de niobium. Il y en a un au Brésil, puis un autre au Québec, ici, en banlieue de Chicoutimi. Donc, une production quand même assez importante ici au Québec. On trouve des concentrations de tantale, de rare, dans certains cas en or. Donc, c'est différents types de substances qu'on peut trouver quand même en association avec les carbonatites. Ici, j'ai mis quelques définitions. Bon, une carbonatite, oui, c'est une roche ignée. Pour qu'une carbonatite porte ce nom-là, en fait, pour qu'une roche porte le nom de carbonatite, ça prend au moins 50% ou plus de carbonate qui auront une origine ignée, donc qui proviennent de la cristallisation d'un magma. Donc, on va généralement retrouver des carbonates, ça peut être de la calcite, de la dolomite, puis il va souvent avoir soit des silicates ou des oxydes associés. Souvent, les silicates, on peut avoir des gérènes, des augites, des pyroxènes. Pas d'autres minéraux aussi, là, mais souvent, ça va être des pyroxènes. Une sauvite, c'est une carbonatite qui contient entre 90 et 100% de carbonate, moins de 10% de silicate. Donc, c'est une classe de carbonatite. Une autre définition qui peut être importante, là, si vous lisez si vous lisez la littérature sur les carbonatites, vous allez souvent avoir le mot finite. La mise en place des carbonatites est souvent associée à du métasomatisme avec les roches encaissantes. Donc, souvent, on va avoir une auréole altérée, métasomatisée, souvent sodique. Donc, une auréole d'altération dans les roches environnantes. On trouve des finites, entre autres, à Oka. Donc, c'est une altération sodique là, des roches environnantes qui sont immédiatement adjacentes à la carbonatite. Donc, c'est un métasomatisme là, qui est associé à la mise en place des carbonatites. Bon, en fonction de la minéralogie, il y a toute une suite de roches alcalines qui peuvent être déterminées là, en fonction de la minéralogie spécifique. Donc ici, on a des urtites, hyjolites, meltéigites, jacuphyrangites. En fait, c'est des roches à tendance alcaline. Donc on le voit ici, il y a souvent la néphéline, les gérines, qui est un phénopyroxène sodique. Donc, c'est les suites ici de roches alcalines qui sont souvent associées au carbonatite. Ce n'est pas des roches qui sont très communes. Ça peut être bon aussi pour le Scrabble. Urtite, ça doit donner quand même pas mal de points. Donc, c'est ici des roches silicatées qu'on voit souvent en association avec des carbonatites. Donc, souvent les inclusions de carbonatites vont être associées avec des hyjolites, des urtites, des jacupyrangites, qui vont former des dikes ou des intrusions là, périphériques qui sont associées au carbonatite. Bon, ici, c'est des définitions plus précises de ces termes-là. On les va dans les détails. Mais si jamais vous voulez les consulter ou si vous travaillez dans les carbonatites un jour, vous allez avoir une référence ici pour chercher. Il y a une division aussi géochimique qui a été proposée pour distinguer les carbonatites. Il y en a qui sont partiellement riches en fer, les ferrocarbonatites, d'autres en magnésium, d'autres en calcium. Donc, en fonction de la chimie, on peut classifier les différentes carbonatites. Ça permet de classifier et discuter correctement des roches solventes. Si on regarde maintenant la géométrie d'une carbonatite, il y a différents
types d'intrusions qui peuvent être documentés. Ici, c'est un exemple où on a des faciès volcaniques d'associés à l'intrusion. Donc ici, on a une sauvite qui est marquée par une petite ligne, qui sont une carbonatite qui contient 90% de carbonate uni, avec une association avec des roches silicatées alcalines, c'est essentiellement des variétés de syénite, ijolite et malinite. Donc c'est encore une fois des roches particulières, mais qui sont spatialement associées à l'inclusion de carbonatite. Donc, c'est une géométrie ici qui peut être proposée. On va en voir un autre pour la carbonatite avec Néobec, pas de Néobec, mais de Ocot en fait. Les carbonatites en tant que telles sont quand même plutôt rares. On les trouve de façon assez ponctuelle. Généralement, ils vont faire des inclusions assez isolées. Puis c'est relativement récent, en fait. On a vu, entre autres, que les carbonatites sont reconnus comme des roches magmatiques depuis seulement quelques dizaines d'années. Donc, ils n'ont pas nécessairement été caractérisés dans le détail. Puis il y en a souvent qui sont découvertes progressivement au fur et à mesure que les études géologiques sont réalisées. Donc, on en tombe sur la planète maintenant un peu plus de 500. Mais ça reste que c'est des roches qui sont quand même assez relativement rares. Donc, comment se forment les carbonatites? On les trouve généralement dans les contextes de rift, de rift avortés, qu'on appelle les ovacogènes aussi. Mais généralement en contexte de rift, donc d'extension cristale. C'est probablement pour ça qu'on retrouve, entre autres, la carbonatite de Néobec à Saint-Honoré, juste au nord de Chicoutimi, dans le graben du Saguenay, donc importante extension cristale, qui nous permet de former des fissures, puis la mise en place des magmas carbonatitiques. La carbonatite d'Oka se trouve dans le graben d'Ottawa-Bonne-Chère, donc encore une fois de l'extension cristale qui permet la mise en place de la carbonatite. La carbonatite de Mountain Pass en Californie, elle se trouve le long du réseau de fer San Andreas. Donc, des zones d'extension, intimement associées à des zones d'extension associées au réseau de fer San Andreas. Donc, c'est des contextes extensifs qui permettent la mise en place de la circulation de carbonatite. On a vu au dernier cours, en fait, qu'il existe un moyen de fractionner les métaux lorsqu'on a fusion partielle. Si on est, par exemple, dans un contexte de lithosphère profonde, on fait fusionner une roche, on commence la fusion partielle. Les éléments les plus incompatibles, comme le soufre, le fluor, l'eau, le CO2, les terres rares, sont tous des éléments qui vont être relativement incompatibles par rapport au magnésium, au calcium, au fer, dans une roche mafique ultramafique. Donc, si on fait fusionner une péridotite qui contient des traces de CO2, si on la fait fusionner à 1%, 2, 3, 5%, bien à ce moment-là, on va avoir un liquide qui va être très très riche en éléments incompatibles, comme du CO2, des terres rares, du fluor également. Puis ce magma qui va être produit peut être mobilisé dans la croûte pour former éventuellement une carbonatite. Donc, avec un très très faible taux de fusion partielle, mais on peut réussir à mobiliser le CO2 sous forme de liquide, avec d'autres éléments aussi, mais CO2, les terres rares, pour former un liquide magmatique qui est riche en CO2, donc en carbonate. Ici, c'est un diagramme qui montre en fait la fraction melted
Donc, ici, c'est 1. Donc, on a un bloc de roche qu'on fait fondre. Ici, ça serait 1, 100%. Donc, si on a une fraction, si on a une très faible fusion partielle, ici à 1%, par exemple, le lanthanum, La, est un élément qui est particulièrement incompatible. Donc, c'est un des premiers éléments qui va être libéré lorsqu'on fait la fusion partielle d'une périodie. Ici, ce qu'on voit, en fait, c'est le coefficient de partage. Le coefficient de partage, c'est quoi? C'est un coefficient qui permet de quantifier la compatibilité d'un élément entre un liquide et un solide. Donc, ici, par exemple, le lanthanum a un coefficient de partage relativement élevé, entre autres par rapport au lutécium. Donc, il y a un coefficient de partage relativement élevé. Donc, si on fait fusionner une péridotype, comme un coefficient de partage élevé, ça va être un des premiers éléments à être mobilisé et concentré dans le magma. C'est la même chose pour les autres terres rares aussi. Donc, le lutécium, l'europium sont relativement incompatibles en général. Donc, ça peut nous permettre, entre autres, de former un liquide qui est riche en CO2. Donc, ça nous prend à la base un liquide qui contient du CO2 pour éventuellement cristalliser une carbonatite. Il y a d'autres mécanismes aussi qui nous permettent de concentrer davantage notre CO2 dans un magma riche en carbonate. On a vu qu'il y avait l'immiscibilité pour les sulfures dans les gisements d'éléments chalcophiles, EGP, cuivre, nickel. Il y a de l'immiscibilité aussi pour les gisements de fer-titane. C'est un modèle qui a été proposé, donc l'immiscibilité des liquides riches en fer dans les liquides silicatés. Puis il y a un domaine d'immiscibilité également pour les liquides carbonatés dans les liquides silicatés. Donc, il existe, là, en fonction de la pression qui est exercée sur le magma, une zone d'émissibilité qui permet de séparer un liquide qui contient du CO2 en un liquide riche en carbonate, puis un liquide qui va être silicaté. Donc, on peut avoir un liquide qui contient du CO2 si le liquide est placé dans des conditions de pression, température qui le permettent, mais le liquide homogène va pouvoir se séparer en une fraction qui est riche en carbonate, carbonate liquide, et une fraction silicatée qui vont pouvoir évoluer indépendamment. Donc, si on a à la base un liquide qui est produit, qui est riche en CO2, là, on peut avoir une deuxième phase d'enrichissement qui est produite par une immiscibilité qui va permettre la concentration du carbonate, du CO2, pour former la carbonatite. Puis, entre autres, c'est probablement pour ça qu'on voit d'ailleurs l'association spatiale très souvent entre les carbonatites, un magma très, très, très riche en CO2, puis des roches alcalines silicatées qui contiennent peu ou pas de carbonate. Donc, on voit quand même assez souvent l'association entre différents types de sélénites, des japyrangides, des digiolites, avec les carbonatites. Je pense qu'il me reste 3 slides. Donc, au Québec, on retrouve les carbonatites. Au Québec et en Ontario, donc dans le sud, dans le sud-est du Canada. Carbonatite de Saint-Honoré, donc dans le Graben du Saguenay. Carbonatite d'Oka, Graben de Tamo-Bonne-Chère. Lac-Castillon. Il y a également un graben dans la région ici, si vous regardez tout ce qui est illustré en brun ici, c'est des bassins sédimentaires. Il y a un petit bassin sédimentaire ici, qui est orienté nord-est-sud-ouest, qui est en continuité avec la carbonatite de Lac-Castillon. Donc,
et à l'extension plus stable. Puis il y a d'autres carbonatites qu'on retrouve dans le nord de l'Ontario. Donc, c'est les principales carbonatites là, qui sont dans le sud du Québec. En termes d'âge, la carbonatite d'Oka appartient à la séquence des montérégiennes. Donc, elle a été datée entre 113 et 135 millions d'années. Elle est beaucoup plus jeune quand même que la carbonatite de Saint-Honoré, datée à 571 millions d'années. Donc, c'est probablement deux épisodes distincts d'extension crustale qui ont permis la formation des carbonatites. Mais c'est quand même deux gisements de niobium. Niobium qui non plus là, dans le pyrochlore, qui va être le principal minéral qui a été exploité à Oka et à la fois à Saint-Honoré. Ici, c'est une image que vous avez déjà vue d'ailleurs, donc qui montre les carbonatites, les différents types de carbonatites, les carbonate rocks ici, en beige. L'auréole de phénite, donc l'auréole métasomatisée qu'on voit autour de la carbonatite. Donc, c'est un métasomatisme qui est associé à la mise en place des carbonatites avec un échange entre la roche haute et la carbonatite. Puis, différents types de roches silicatées qui vont inclure les chalcopyrrangites, les sugolites, etc. Puis ça, c'était la dernière photo. Juste pour vous montrer la carbonatite de Longueuil. Dans le nord du Québec, puis la minéralogie un peu complexe avec des carbonates de terre rare. Ça va inclure la calcite, la basinasite, la silchite, la fluoroapatite, puis du pyrochlore qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui est disséminé dans la roche. Donc, encore une fois, des minéralogies qui sont relativement complexes. Donc, c'était la partie sur les carbonatites, puis le cours que je voulais vous donner aujourd'hui. Vous allez avoir un PP qui va inclure à la fois les gisements de titane, le phosphore vanadium, une partie sur les kimberlites, les lamprophiles, puis aussi sur les carbonatites. Donc, c'est des roches que vous allez avoir à documenter, vous allez avoir des fiches encore à faire, puis une série de questions. Donc, ça va être votre TP pour la semaine.